Yo, bienvenue dans le dojo. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. On va vraiment parler de l'animation 3D et enfin attaquer ça. Au menu du jour, nous allons découvrir les différentes techniques d'animation qui existent, puis très rapidement se familiariser avec l'interface d'animation sur Maya en faisant l'un des exercices les plus élémentaires pour tout animateur qui débute. Nous allons ensuite nous pencher sur la création des images clés et comment les gérer pour modifier le timing de notre animation. Ensuite, nous verrons comment créer des raccourcis pour gagner encore plus en confort de travail. Et enfin, comment afficher la trajectoire d'un mouvement et pouvoir le modifier. Allez, c'est parti. Donc animation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du latin animare qui veut dire donner de la vie et de anima qui veut dire souffle et vie. On peut donc dire quelque part que l'animation consiste à donner de la vie en créant du mouvement à un personnage ou un objet. Donc voilà, c'est dit clairement, l'animateur c'est un dieu et il va pouvoir voilà, faire bouger un peu tout ce qu'il veut. Et bientôt, vous aussi vous aurez ce pouvoir. C'est pas cool ça? Alors, comment s'y prend-on? Les premières animations, elles suivaient le même principe que la caméra. C'est-à-dire des images en fait qui défilent à une certaine vitesse pour donner l'illusion du mouvement. Donc la caméra, c'était des photos en fait qui s'enchaînaient rapidement. Cette vitesse, elle va être traduite par des FPS, frame per second, qui va correspondre au nombre d'images qui sont affichées en une seule seconde. Plus ce nombre d'images sera élevé, plus en fait on va gagner en fluidité de mouvement. Donc à l'heure actuelle, les standards sont 24 FPS, 30 FPS et maintenant 60 FPS. Les animateurs vont d'abord s'inspirer du réel, donc c'est un peu comme la musique, on va faire ses gammes, on va apprendre le solfège. Et une fois après qu'on a une bonne compréhension du réel, c'est là où on va pouvoir créer des choses un peu plus stylisées comme l'animation cartoon. Donc en animation traditionnelle, le principe sera donc de créer, de dessiner des images qui vont s'enchaîner pour donner l'illusion du mouvement. Via ces dessins du coup, l'animateur va définir donc des poses clés qui vont décrire une action. Donc là c'est un peu pareil que la BD, où en fait avec peu de poses déjà on arrive à comprendre ce qui se passe. Et ensuite il va y avoir un assistant qui sera chargé de créer lui les dessins intermédiaires appelés intervalles entre ces fameuses poses clés. À côté de ça, il y a une autre méthode qui s'appelle le stop motion qui se rapproche plus de la caméra, c'est-à-dire où on va prendre des photos et enchaîner ces photos pour faire du mouvement. Donc dans ce cas de figure, le support sera plus forcément un papier ou une toile sur lequel on va peindre ou dessiner, ce sera vraiment n'importe quel sujet qu'on peut prendre en photo. Donc il peut s'agir soit d'une figurine, de la pâte à modeler, soit un objet, qu'importe en fait. Tout ce qui compte, c'est ce qui va bouger dans la photo. Pour du personnage, c'est souvent une figurine qu'on va utiliser et il va y avoir des parties du corps qui sont interchangeables. On peut aussi utiliser des morceaux de papier découpés qu'on va assembler ensemble en fait. Il y a un dessin animé qui est très connu qui a commencé comme ça qui s'appelle South Park et donc il a utilisé cette technique qui s'appelle le cutout où du coup on prenait des personnages en papier et on leur faisait changer certaines expressions faciales en remplaçant le papier. Ensuite il y a des logiciels qui sont apparus pour faciliter ces procédés. Donc l'animation vectorielle va permettre de mixer le cutout et l'animation traditionnelle. On va dessiner du coup les différentes parties du corps du personnage qu'on va pouvoir ensuite manipuler sans avoir à tout le temps les redessiner. L'avantage c'est que le logiciel ici dans ce cas de figure va aussi jouer le rôle d'assistant et lui-même créer les intervalles entre les poses clés. C'est ce qu'on appelle ici les interpolations. Ça va faciliter le travail car le logiciel va nous permettre de plus facilement corriger des erreurs grâce au retour arrière et le fameux CTRL Z et aussi grâce aux nombreuses sauvegardes qu'on pourra faire. Donc à tout moment, on pourra revenir à une version antérieure de notre travail. L'inconvénient par contre, c'est qu'on peut perdre en liberté créative car en animation traditionnelle, la seule limite au final, c'est notre technique en dessin et notre imagination. Alors qu'en animation 2D, c'est le logiciel en fait qui va nous limiter au niveau des mouvements de caméra. L'apparition de la 3D nous a permis de nous rapprocher plus de la méthode du stop motion en ayant une figurine directement en 3D qu'on va pouvoir directement manipuler ainsi qu'une caméra qui pourra naviguer en 360 degrés autour du sujet. Donc d'un point de vue mise en scène, c'est beaucoup plus intéressant. Le logiciel lui aussi dans ce cas de figure va s'occuper de faire les interpolations entre les différentes poses clés que nous ferons à notre personnage, mais nous serons limités par la puissance de notre PC et les possibilités techniques en fait de notre figurine 3D parce que certaines ne peuvent pas s'étirer, faire toutes les expressions qu'on veut. De nos jours, certains mixent même la 3D avec l'animation 2D ou l'animation traditionnelle et franchement on a une grande palette maintenant pour faire des animations de qualité vraiment stylisées. Nous dans notre cas, on est dans l'animation 3D qui va donc consister à manipuler des éléments modélisés en 3D pour créer des poses clés et utiliser le logiciel, donc ici ça sera Maya, pour calculer les interpolations entre les différentes poses clés que nous ferons. Par contre attention, c'est pas non plus magique, il faudra guider Maya car ce n'est pas forcément l'assistant le plus doué du monde. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, on va attaquer directement avec un exercice qui permet vraiment de poser les bases de l'animation. Tout apprenti animateur passe en général par cet exercice. C'est la bouncing ball, la balle qui va rebondir. Ça va nous permettre de vraiment aborder les premiers principes de la gravité et de l'animation. Moi, je prône toujours le confort dans le travail. Peut-être ça peut paraître un peu lourd pour certains d'à chaque fois faire des petites manipulations, mais ça va vraiment vous faire gagner du temps sur le long terme. Donc faites-moi confiance, si je fais ça, c'est pour vous faciliter la vie. Dans Maya, ce qu'on peut voir, c'est au-dessus, vous avez différents menus. Chaque menu déroulant va contenir en fait des outils qui sont
spécifiques à une utilité dans Maya. On peut voir ici différents modes. Donc là, on est en mode modeling parce qu'avec Maya, on va pouvoir modéliser, on va pouvoir faire du rig, c'est-à-dire construire un squelette à appliquer sur ce qu'on aura modélisé. Ensuite, on va pouvoir l'animer, ajouter des effets spéciaux dessus, des particules, de la simulation. La dernière étape en fait pour un film, c'est le rendu en 3D. Et là aussi, Maya assure ces fonctions-là. Donc vous voyez, c'est un logiciel qui est plutôt complet. Nous, on est là pour de l'animation, on passe en mode animation. On a les menus qui ont un peu changé, qui vont donc proposer des outils spécialisés à l'animation. Ces mêmes outils, vous pouvez les retrouver ici dans ce qu'on appelle donc des onglets, des shelves. Et donc là, il y a animation qui correspond à ce qu'on peut avoir ici dans les menus au-dessus. En principe, si vous êtes bien inscrit, vous avez soit votre licence officielle, soit votre version d'essai, vous devez avoir ici normalement votre nom de compte. Autre point important, vérifiez bien qu'ici le cadenas n'est pas en surbrillance en bleu. Désactivez-le. Pourquoi? Parce que sinon, il vous empêchera de modifier en fait la composition de certaines de vos fenêtres. Par exemple, mettre des fenêtres flottantes ou pas. Donc, par exemple ici, hop, si j'ai envie de l'écrocher, je peux facilement réagencer les fenêtres comme je le souhaite. Donc voilà. Mais s'il y a le cadenas d'activer, ça sera beaucoup plus compliqué. Voilà. Ici aussi, on a ce qu'on appelle le workspace. C'est donc l'espace de travail. Là, on est sur l'espace de travail Maya classique. On va ouvrir et se mettre vraiment dans le mode animation. Et là, vous allez voir, il y a des nouvelles choses qui sont apparues dans l'interface. La channel box, qu'on a vu précédemment, qui montre les coordonnées. Ici, on a le graph editor et là, on a donc la timeline. Donc, ces 4 interfaces vont chacune avoir une utilité très importante. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. J'ai dit on va commencer par attaquer avec une balle. Donc on va donc se créer une sphère. Donc on va ici dans Poly Modeling, on clique sur le symbole de la sphère et là on a une sphère. L'animation, comme on a vu, c'est des images qui vont défiler dans le temps. Ici nous serons donc à une unité de 24 frames par seconde. Donc si vous avez bien suivi, 24 frames seront équivalents à 1 seconde écoulée. On va donc commencer la première partie du mouvement, c'est-à-dire la chute de la balle et son premier rebond. Ça va donc correspondre à environ 1 seconde, donc 24 frames. On se rappelle bien d'avoir l'auto-key ici d'activer. On va placer déjà notre balle à la frame 1 à la bonne hauteur afin qu'elle puisse entamer son mouvement. On appuie sur S pour bien indiquer à Maya qu'on va utiliser tous les paramètres ici de l'objet 3D, donc c'est-à-dire le translate, c'est avec l'outil W, le rotate, c'est avec l'outil E et le scale, c'est avec le raccourci R. On va donc placer 8 frames plus tard notre première pose de contact avec le sol. Frame 12, une autre pose en l'air. Et frame 24, une dernière pose au sol. Donc comme on peut le voir, ces 3 clés vont apparaître sur 3 panneaux et sur 3 formes différentes. Le premier panneau, c'est donc celui qu'on a vu, la timeline, qui va montrer toutes les images qui vont défiler. Ici, la clé est représentée sous forme de marqueur rouge à la frame qui correspond, donc à chaque position. Grâce à la timeline, on va pouvoir définir le nombre de frames ou la portion sur laquelle nous souhaitons travailler. Cela va pouvoir se faire avec les curseurs ici aux extrémités où là on va pouvoir choisir exactement la portion que l'on veut et si on clique directement sur la barre grise on va pouvoir se déplacer dans la timeline. Dans notre cas de figure, vu qu'on va partir sur une animation d'environ 1 seconde, on va se limiter à 30 frames. Vous pouvez aussi taper ici le maximum que l'on veut dans notre portion. Donc ici, on ne dépassera jamais les 30 frames. Et là, on débutera toujours à la frame 1. Ici, on peut choisir dans ces 30 frames où est-ce que nous voulons nous situer. Pour le coup, on va rester à 1 et 30. Ensuite, l'autre élément où l'on va voir les clés, ça va être sur notre graph editor. Donc pour naviguer dans le graph editor, comme vous avez vu, c'est pareil que dans le viewport. Au niveau de la navigation. Donc les clés vont apparaître ici sous forme de losange jaune. Et entre ces losanges, il va y avoir des courbes. Donc là, si je sélectionne tout ça et j'appuie sur F, j'aurai une meilleure vue. Et là, en fait, ces courbes représentent donc la manière dont Maya va faire les intervalles entre les différentes images clés que nous avons créées. C'est ce qu'on va donc appeler les interpolations. On va pouvoir gérer ces interpolations par des tangentes, donc qui sont ici lorsqu'on sélectionne une clé. Ici, nous sommes dans la vue globale, où tous les paramètres vont être affichés. On peut voir aussi en individuel les courbes correspondantes à chacun des paramètres. On peut même ici défiler et voir l'ensemble des paramètres possibles qui vont correspondre à ce qu'on voit ici à la channel box. On peut déjà remarquer la correspondance donc entre les paramètres que nous avons bougés, donc ici le translate Y, avec la timeline. Donc c'est-à-dire frame 8, ici la clé apparaît, frame 12, ici la clé apparaît. Nous avons aussi donc parlé de la channel box. La channel box, elle va montrer les différentes modifications que nous pouvons faire au modèle 3D. Donc ici, le translate, le rotate et le scale, ainsi que la visibility. C'est-à-dire que là, je suis en on. Si j'appuie sur 0 et je passe en off, on va pouvoir créer une clé sur la visibilité de l'objet en 3D. 0, off, 1, on. Et elle apparaîtra donc sur le channel visibility du graph editor. Ici, lorsqu'un paramètre est rose, cela veut dire qu'il est animable. C'est-à-dire que Maya enregistrera toute modification que nous ferons dessus et il placera une clé dans le graph editor. Donc là, par exemple, je suis ici à la frame 10, je déplace à droite, il m'a créé une clé et si je vais donc, j'ai déplacé le translate X, il est devenu rouge. Là, maintenant, il y a une clé qui a été créée. Je regarde sur mon graph editor et effectivement, il y a une clé qui a été créée. Hop, donc je vais revenir en arrière.
Maintenant, nous allons lancer l'animation. On va appuyer ici sur le bouton play. Et là, on voit que mon animation a un timing un peu bizarre. On va donc devoir déplacer les clés pour ajuster le timing. Dans ce cas, ça va être au niveau de la timeline que ça va se faire. Donc, on va sélectionner les clés. On fait Shift, clic gauche pour définir une sélection. Et là, on va bien cliquer sur les flèches du centre. Et là, je vais déplacer jusqu'à la frame 6. Et même chose ici, je vais la déplacer jusqu'à la frame 18. Je rappelle, Shift, clic gauche. Et je clique bien sur les flèches du centre, pas sur les extrémités qui, elles, servent à étirer une sélection. Je vous donne un exemple. Je sélectionne deux clés. Je vais étirer la sélection. Mais le problème de ça, vous voyez, c'est que des fois, je peux être sur des frames qui ne sont plus entières. Bien attention à ça. Sélectionnez bien les flèches du centre. D'où l'importance, des fois, de bien zoomer dans votre timeline. Parce que sinon, ce sera moins précis pour sélectionner les fameuses flèches. Là déjà, on a un timing un peu plus intéressant. On va pouvoir donc jouer également avec les tangentes des courbes du Graph Editor. Hop. Donc pour ce faire, comme on voit, l'interpolation de base est faite avec ce qu'on appelle des courbes de Bézier qui vont pouvoir être modifiées avec donc les fameuses tangentes. De base, on a toujours une forme légèrement en S au niveau de ce genre de courbe pour bien simuler en fait le mouvement le plus naturel dans la réalité par une accélération progressive et ensuite un ralenti. Nous, au niveau de la balle, on ne veut pas un ralenti, on veut qu'il y ait une accélération progressive et qu'ici, elle reparte aussitôt en accélérant. Donc pour ce faire, on va casser la tangente, clic droit, Break Tangent, et là, on va sélectionner. Alors, des fois, c'est un peu compliqué, il faut bien être précis là-dessus et bien poser le curseur. Voilà, tac. La même chose ici. Et pareil ici, clic droit, Break Tangent. Si je rejoue l'animation, on a déjà quelque chose qui ressemble plus à une balle normale. Une autre manière de modifier le timing, c'est aussi de créer une clé directement en rajoutant une pause supplémentaire pour dire que à la position 14, je veux qu'elle soit encore proche de la position 12 au niveau de la hauteur. Comme ça, on va pouvoir quelque part forcer aussi et mieux guider Maya en créant une nouvelle clé. Dans le cas de figure ici, c'est un peu trop accéléré. Pour supprimer une clé, vous faites juste clic droit et là, clic gauche sur Delete. Ici, nous avons uniquement modifié le Translate Y. On va rajouter un effet un peu plus organique à la balle en la déformant à l'impact au sol. Donc pour ce faire, on va utiliser le paramètre de scale. Je vais l'écraser et bien ajuster sa position pour qu'elle maintienne son contact au sol. Il ne faut pas oublier que si la balle s'écrase, il va falloir quand même qu'elle garde les mêmes proportions. Donc en aplatissant ici, on va compenser en agrandissant sur les côtés. Donc là, vous voyez, j'ai bien sélectionné les deux axes en même temps en cliquant sur la face entre les deux. On va copier cette clé, la coller à la même frame au sol car elles sont censées être toutes les deux aplaties. Clic droit, copier, coller, donc paste. Et là, je vais réduire un peu plus l'écrasement au sol. Hop. Hop, on réajuste aussi la position. Et 2 frames plus tard, je vais vraiment m'assurer de tout mettre à 1. Voilà. Là, attention, je vois du coup que ma tangente m'a fait lever la balle. Que si je mets play, hop, c'est un peu trop rapide. Si je veux que ma balle soit maintenue au sol, break tangent. Donc il ne faut pas sélectionner l'extrémité de votre tangente, mais bien les pointillés. La balle restera bien en place. Là, ce qu'on peut observer, si je mets play, c'est que ma balle va se déformer en continu. Parce que c'est uniquement au frame 6 et 18 que j'ai touché au scale. Donc si on observe la courbe du scale, Maya enregistrait en fait une position où là, le scale revenait à 1. Donc il va falloir que je l'indique à la frame 12. Ma balle conserve sa forme d'origine lorsqu'elle est en l'air. Et qu'il y ait uniquement une déformation au niveau du sol. À la frame 5, il faudra que ma balle soit plus proche du sol et déformée dans l'autre sens, c'est-à-dire un peu plus étirée pour simuler une prise de vitesse. Et du coup, il faudra la même chose de l'autre côté. Et alors lorsqu'elle va repartir, qu'elle se déforme aussi pour montrer qu'elle accélère et qu'elle prenne de la vitesse. On copie encore une fois, copier, coller. Et même chose ici, copier, coller. Là, je vais amortir et diminuer un peu cette déformation vu que là, la balle part de moins haut, donc moins de déformation. On a vu que pour ajouter des clés, cela peut se faire de différentes manières, soit en rentrant direct des valeurs dans la channel box, soit en manipulant directement la balle dans le viewport. Si je regarde de nouveau ici en global, je vois qu'il m'a créé une nouvelle clé en ayant bougé la balle ou alors en ayant bougé mes paramètres. Vous voyez, ici, il m'a créé une clé parce que j'ai rentré mes paramètres en scale. Ou alors, en créant une clé en appuyant sur S, où là, en fait, il va indiquer à Maya que, vous voyez, tout est passé rouge. Donc ici, tout était rose. Tout est passé rouge. Il y a une clé qui a été créée. Elle est ici. Elle est ici. Tous les paramètres ont une clé, ce qui fait que je vais pouvoir m'assurer que cette position-là sera bien enregistrée par Maya. Je vais corriger un peu ce qui se passe. Voilà, ici, on a perdu un peu en impact à cause, justement, de la manière dont les courbes ont été modifiées. Donc là, on va réajuster la tangente, sélectionner toutes les tangentes qui semblent avoir un problème. Elle descend en valeur, la courbe, avant de remonter. Donc on va appuyer ici sur auto-tangente, ça devrait aller mieux. On peut encore plus accentuer ça toujours en ajustant la tangente. Et là, voilà. On a vu qu'on a fait différentes commandes, souvent, donc le copier-coller.
coller. On peut même couper une clé et la coller tard. Donc pareil que lorsque l'on traite un texte et qu'on fait un coupé-coller ou qu'on veut déplacer un fichier, on peut aussi la supprimer. Donc on va se créer des raccourcis justement pour éviter d'avoir à tout le temps faire ces clics droits. On va aller ici dans ce qu'on appelle le script editor. Il va nous répertorier toutes les actions que nous faisons dans Maya. Les différentes actions récentes qu'on a fait. Donc on a fait le copy key, le paste key, le cut key et le clear key pour l'action delete. Pour ouvrir la fenêtre des raccourcis, on va aller dans Windows, Setting Preferences avec un petit accent anglais et on va aller dans Hotkey Editor. Nous allons aller dans Runtime Command Editor. On va appuyer sur New. Là, on va nommer la commande. Donc ça va être copy key qui sera dans la catégorie Custom Script. On va coller qui a dans le Script Editor Time Slider copy key. Je fais un CTRL C comme pour un texte, hein, CTRL V. Je mets Save Runtime Command. Ok. On va créer une nouvelle commande. Paste key. Donc là, je copier time slider, path key, false, save, runtime command. Un nouveau, on va le faire 4 fois en tout. Time slider, cut key, save, runtime command. Et le dernier, clear key donc pour effacer une clé. Delete key. Je vais pouvoir aller ici donc dans les catégories Custom Script et là assigner les raccourcis que je souhaite. On va utiliser Shift C, il va y avoir un point d'exclamation pour nous dire qu'il est déjà associé à un autre raccourci, mais nous on s'en fiche, on veut l'écraser. Pour utiliser celui-là, pareil, Shift V, yes, Shift X, yes, et Shift W pour effacer, yes. CTRL C, CTRL V basique, il est déjà utilisé pour copier du texte, pour copier aussi des paramètres ici lorsqu'on veut par exemple copier ces paramètres et les coller. On a déjà une commande qui existe. Donc le Shift sera uniquement dédié à la manipulation des clés. On va utiliser d'autres raccourcis aussi dans menu item parce que si on veut aller d'une clé à l'autre, ici il faut qu'on glisse et qu'on déplace notre souris. Pareil pour faire play. On va du coup associer aussi des raccourcis pour aller plus vite et gagner en confort. Donc on va aller dans playback et ici on va déjà associer next key V, yes, previous key C, yes. Et là on va ajouter aussi deux autres raccourcis très utiles qui vont nous permettre comme dans un lecteur vidéo d'aller aussi frame par frame. Donc ça va être next frame droite, previous frame gauche et enfin ça va être le play and stop pour jouer ici lecture et arrêter. On va devoir regarder aussi la commande parce que on ne peut pas utiliser la barre d'espace. Si je mets espace pour lancer, donc comme n'importe quel lecteur vidéo et espace ici, vous voyez il va me dire qu'il existe déjà. Donc après il y a d'autres manières de configurer quand vous cliquez sur la petite flèche, mais nous c'est pas comme ça qu'on va le faire. On va faire comme le copie et le coller de clé. Donc il va falloir aller ici et vous allez taper ça. Écrivez-le attentivement. Donc on fait nouvelle commande play back T majuscule toggle, point virgule. Vous mettez du coup play, save, yes. On redescend dans le script, custom script, et là on va juste mettre espace. Ensuite nous allons modifier encore deux petits raccourcis et on sera bon. Donc on repart dans menu item, on va faire undo. Et là vous voyez sur undo il y a deux, il y a le CTRL Z et le Z. Nous on va juste garder le CTRL Z. Donc là vous cliquez ici Z, deuxième undo, vous appuyez sur la croix. Et bam, il va s'auto-effacer. Nous allons aller dans Redo. Redo, on va garder Shift Z, comme ça on fera CTRL Z pour revenir en arrière, Shift Z pour aller en avant. Donc là, pareil, on va cliquer sur la croix juste à côté, hop, et ça va nous l'effacer. Après voilà, ce sont mes goûts, mes types de raccourcis, à vous de configurer comme vous le souhaitez. Mais je pense le plus simple, c'est d'avoir toujours le même type de raccourci qu'on utilise aussi dans les autres logiciels afin de garder à peu près la même logique. Ce sera plus simple pour retenir. Ensuite, le dernier, ça sera Hotbox. Ici, on va faire Alt. Il va nous dire qu'il existe déjà, on va mettre Yes. On va bien vérifier qu'on est on press, nickel. Ici, Alt. Là, on est on release. Là, on est on press. On fait Save and Close. Quand je ferai Alt enfoncé, il m'affiche la hotbox. Quand je relâche, elle repartira. Donc ça, je vous montrerai la prochaine fois à quoi sert cette hotbox, mais c'est bien d'avoir déjà créé le raccourci. On appuie sur Entrée pour jouer, on appuie une deuxième fois pour stopper, comme un lecteur vidéo. J'utilise la flèche de gauche et droite, je peux rapidement aller d'une pause clé à l'autre. Si je veux copier une clé, Shift C, Shift V. Si je veux la couper, Shift X. Si je veux la supprimer, Shift W. Donc là, on va gagner clairement en confort et en vitesse. Maintenant, nous allons voir comment modifier la trajectoire de cette balle et la faire avancer. Pour ce faire, on va modifier donc le paramètre Translate X pour la faire avancer dans cette direction. Au niveau courbe, on voit qu'il n'y a aucune clé au Translate X. Je vais donc m'assurer de déterminer jusqu'où je souhaite faire avancer ma balle en mettant une clé à la dernière frame, donc la frame 24, et du coup en déplaçant ma balle. Quand des fois on voit pas tout, dans le Graph Editor on appuie sur F et il va nous recentrer l'affichage. Donc ici, lorsque je mets play, je vais voir que ma balle maintenant avance, mais elle glisse. Donc je vais m'assurer ici de faire en sorte que ma balle s'arrête d'avancer dès qu'elle a touché le sol pour la dernière fois. Donc on va dire, ici on rajoutera un dernier petit rebond. Juste après, elle s'écrase au sol, un petit rebond ici, hop, 2 frames plus tard, elle s'arrête. Donc je vais m'assurer que la clé 24 sera la clé finale. Je vais la copier, Shift C, Shift V, la coller ici, supprimer du coup celle de 24 vu que maintenant la 22 est identique. Je refais play, Alt V.
Voilà. On sent qu'il y a encore un petit souci au niveau de la trajectoire. Donc pour mettre en avant la trajectoire, on va donc sélectionner la balle, aller dans Visualize, et là vous voyez à côté de Visualize il y a un carré. Donc il faut savoir que dans Maya, tous les menus vous voyez qu'il y a un petit carré, ça veut dire qu'il est possible d'y rentrer des options spécifiques. Donc c'est ce qu'on va faire. On va bien vérifier qu'ici voilà, on est par rapport à la time slider et pas à start ou end. Ou alors il faut s'assurer vraiment que ça soit au début à la fin comme on le souhaite. Donc dans notre cas, on va se caler sur le time slider qui correspond au début à la fin. On fait Create Motion Trail, on peut voir la courbe. On va pouvoir un peu mieux jouer sur la trajectoire. En TranslateX, on a cette position de valider. Ici, il va falloir qu'on valide aussi une position en précisant qu'on veut que cette balle-là reste ici, elle ne bouge plus. Donc je vais faire un S et là c'est bon. Il m'a créé ma position. Je vais donc pouvoir modifier cette clé sans qu'elle impacte la position d'après. Et je vais vouloir donner une forme un peu plus arrondie à ma courbe. Donc je vais déplacer et créer une nouvelle clé. Donc, vous voyez bien qu'ici, il me crée une nouvelle clé en TranslateY. Et ici aussi, je vais rajouter une clé supplémentaire pour définir un peu mieux un arc de cercle. On va la faire aller un peu moins haut, voilà. Il faut bien par contre que à l'impact, ma balle ici au contact ne glisse pas. Là elle glisse, vous voyez. Là je vais bien m'assurer, ne bouge pas. Même chose ici. Ici, il faut bien que je fasse un S pour dire je valide cette position. Et là, la clé d'avant, elle ne va pas impacter sur la clé d'après. Ici pareil, on est pas mal. Hop, on glisse moins, tac, tac, tac. Voilà. Lorsqu'il y a un mouvement, en général, un objet va s'orienter dans la direction de son mouvement. On va orienter la balle dans la direction de sa trajectoire. Pareil. Hop. Voilà. Si on veut cacher ce motion trail pour mieux apprécier l'animation, donc là je vais mettre pause, aller ici dans ce qu'on appelle l'outliner qui va répertorier tous les éléments placés dans la scène 3D. C'est même ici qu'on va pouvoir renommer des objets, donc ici j'avais appelé ma sphère balle. Pour cacher et refaire apparaître le motion trail ou n'importe quel élément, on appuie sur H pour hide, je rappuie dessus, il me fait apparaître le motion trail. Donc pareil pour la balle, H fait apparaître et disparaître les éléments. On peut aller également dans le menu de notre viewport, show, et là choisir ce que l'on veut qu'il soit affiché dans le viewport. Donc si je désélectionne polygone, il n'y aura plus de polygone. Et pareil, si je descends jusqu'à Motion Trail, il pourra me cacher le Motion Trail. Vous avez fait l'un des premiers exos basiques qui permet vraiment de bien appréhender l'animation 3D, la fameuse balle qui rebondit. Au prochain cours, nous verrons les 12 principes d'animation qui sont des règles indispensables pour créer des animations de qualité. À bientôt dans le dojo.